Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Débrief européen et débrief d'une victoire européenne, puisque l'AS Monaco, qui se déplaçait aux Pays-Bas à Eindhoven, est revenu avec un succès arraché de haute lutte dans les dernières minutes. Et pour débriefer ce match avec moi, il y aura deux hommes, Patrice et Quentin. Bonsoir messieurs. Salut Maurice, salut Quentin. Alors messieurs, ce soir c'était la 200e de l'AS Monaco en Coupe d'Europe, un chiffre rond. On avait tous envie d'une belle prestation et puis d'un bon résultat. La belle prestation, je sais pas, on en reparlera, mais le bon résultat, on l'a eu en tout cas. Ça fait plaisir. C'était aussi un petit peu un souvenir pour beaucoup, hein, cette victoire. Le maillot, il est là, de la saison 2003-2004, hein, cher à Damien notamment. Donc voilà, c'était un mix finalement de bons feelings ce soir. Une victoire qui fait plaisir, sûr que c'est pas souvent qu'il y a des victoires en terre hollandaise, donc oui, ça fait du bien d'être allé la chercher, et comme tu le dis, c'était loin d'être gagné, qu'on voit de la prestation qu'on a fait. Et un match à l'image de ma prestation technique également, où les caméras ne sont pas présentes, mais elles arrivent, vous inquiétez pas, tranquillement. Comme l'AS Monaco, on va mettre du temps à arriver, mais... D'accord. Donc, mais on va gagner ce match à la fin. Juste avant que tu prennes l'antenne... avant qu'on prenne l'antenne, t'étais là, ouais, c'est pas Damien la technique ce soir, ça va rouler. Donc, voilà, là, Quentin Diatta, le retour. Disons que je facilite plutôt, niveau son, niveau tout ça, voilà, je mets bien, on va dire, le mec qui présente, mais effectivement, au niveau visuel, des fois, bon, il y a des petits ratés, ça arrive. Ça fait longtemps que j'ai pas débrief, donc... on a un Quentin niveau Conférence League ce soir. Alors Quentin, pendant que tu règles ça, du coup, on va attaquer les 3 points et je vais plutôt partir chez Patrice, du coup. Ouais, écoute, ça a un peu écrasé chez moi, hein, ce que je vois. T'inquiète pas, ça arrive. Du coup, le premier point, c'est, je vais le répéter encore, c'est la compo qui surprend toujours en Europa League, où on s'attend toujours à avoir les meilleurs joueurs sur le terrain. Pourtant non, notre capitaine est pourtant le joueur le plus expérimenté, parce que bon, Fabregas est un peu out. Ben Yedder est toujours pas là dans le 11. On est surpris aussi de ne pas avoir Diop, qui pourtant semblait indiscutable en tant que titulaire ce soir, donc ça peut surprendre. Le 11 que met encore en place Kovac, qui fait une rotation, alors que ça semble être le match vraiment le plus important de la semaine. Enfin bon, ça c'est des choix, et puis derrière, vu qu'il gagne, c'est un peu compliqué de lui dire quelque chose. Mon deuxième point, c'est un résultat généreux et précieux à la fois, parce que c'est très généreux, et quand on voit la prestation, et on va pouvoir en parler, c'est vraiment pas bon ce qu'on a proposé. Pourtant, on repart avec une victoire qui va nous faire vraiment du bien, parce qu'on est fini avec 7 points cette phase d'aller. Et pourtant, c'est 3 matchs où on est dégueulasse de bout en bout, et on est premier avec de grandes chances d'aller se qualifier pour les 16e de finale, ou 8e si on a de la chance de finir premier. Et mon dernier petit point, c'est Boadou, le Boadou Game justement. Donc on est très content parce qu'il a enfin ouvert le score, mais le reste du match, c'est quand même pas terrible. Il a des occasions où il doit faire mieux, il doit au moins frapper à minima, plutôt qu'il les gâcher comme ça. Donc on est toujours au même point après ce match, malgré ce but. On sait toujours pas quoi en penser, parce qu'il y a un peu de bon, mais il y a du mauvais toujours. Et du coup, Quentin, est-ce que tu as réglé tes problèmes de caméra? Est-ce que tu peux nous donner tes 3 points? En bon professionnel, j'ai tout réglé, effectivement. Et je peux te donner tes 3 points même en même temps, hein, je suis multitâche. Allez, donc voilà, mon premier point, c'est quel hold-up aussi. Faut dire que c'était un match qu'on n'était pas prêt de voir gagner, honnêtement. Et ça fait du bien, en fait, d'être l'acteur, finalement, d'un hold-up, parce qu'on s'en est pris quelques-uns aussi, hein, dernièrement. Mais voilà, là, ça fait depuis... là, on essaie de se rappeler, hein, depuis le Bayern, peut-être. On n'avait pas eu des matchs où on avait été avec une prestation si compliquée et finalement emporté la victoire.
Donc ça fait du bien, mais bon, mon deuxième point, ça va être le fait que c'est au détriment d'une très très mauvaise prestation quand même, je trouve, globalement, aussi bien surtout collective en fait, parce que finalement on doit faire mieux, on doit plier ce match et on doit pas se laisser abattre à ce point-là, surtout en seconde mi-temps, seconde période. Et voilà, c'est un peu décevant aussi de perdre, de gagner un match comme ça. Et mon troisième point, j'avais voulu parler un peu de Nubel, qui enfin on a un gardien en quelque sorte. Bon, ça fait quelques matchs qu'on le dit, mais voilà, il arrête des ballons, il est présent cette fois. Pas trop de grosses boulettes, même si c'est un peu encore compliqué au niveau des plongeons. Et surtout, va falloir soigner ses relances, mon garçon, parce que là, on va pas continuer comme ça longtemps. Sinon, le petit Quentin Majeki, mon chouchou maintenant officiel, pourrait obtenir un peu de temps de jeu. Ouais, là c'est quand même mal parti. Hein. S'il l'a pas eu avant, si la rotation s'est pas faite jusqu'à maintenant, je pense que Majewski, on le retrouvera en Coupe de France, hein, probablement, s'il n'y a pas de blessure ou de suspension d'ici là. Mes 3 points à moi, du coup, le premier en fait sur la première mi-temps, pour nuancer un tout petit peu finalement ce qu'on dit depuis le début là sur la prestation. Première mi-temps que j'ai trouvé plutôt correcte, voire même plutôt bonne de la part de l'AS Monaco. C'est pas forcément le style de jeu que j'aime bien, mais j'ai trouvé qu'au moins par rapport au match de la Real Sociedad, il y avait des ingrédients en plus qui étaient un peu plus de combativité dans le cœur du jeu et puis plus menaçant aussi dans la profondeur, plus menaçant en contre. Donc une première mi-temps qui était plutôt dans la réaction, mais qui était au moins fidèle à un principe de jeu et qui a pas mal embêté les Hollandais, mais qui du coup vient en contraste avec mon second point. C'est une deuxième mi-temps qui pour le coup est vraiment cataclysmique. On a eu un temps faible de 45 minutes tout simplement et on s'en sort miraculeusement à 1 partout sur cette deuxième mi-temps et à 2-1 au final, alors que c'est une deuxième mi-temps où on peut en prendre 2 ou 3 sans qu'il y ait trop à redire. Et puis du coup, troisième point, le bilan comptable, tout simplement. En fait, je crois que ça a été mon troisième point à chacun des débriefs d'Europa League que j'ai fait depuis le début d'année. Monaco, Patrice l'a dit, a fait 3 prestations très moyennes, voire mauvaises depuis le début de cette Europa League. Hein. Même la victoire contre Graz était loin d'être très satisfaisante et probante. Et pourtant, Monaco tourne à mi-parcours avec 7 points. C'est vraiment un total très important. On aurait tous signé, je pense, pour ce total au départ. Et voilà, sans vouloir jinxer quoi que ce soit, porter à Shkoumoun, Monaco très très bien parti pour avoir un printemps européen, très bien parti pour se qualifier en Europa League et bien parti pour même la première place de ce groupe. Donc voilà, c'est un bilan comptable extrêmement satisfaisant. La composition, messieurs, Patrice, tu as commencé à en parler peut-être. Quentin, toi, si tu veux nous donner un peu ton feeling sur cette composition, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué, qui t'ont surprise? Alors, j'ai envie de dire que on ne pouvait pas être choqué ni surpris parce qu'on savait que Kovac allait forcément ne pas aligner la compo type, même au vu des joueurs qu'il avait à disposition. Il a tendance souvent à négliger Ben Yedder, à le mettre sur le banc. Et voilà. Et puis d'autres joueurs comme peut-être un Gelson où on s'attendait un peu à ce qu'il se soit reposé un peu aujourd'hui. Non, après, j'ai pas été choqué plus que ça, juste le fait qu'il y ait un milieu à 3 à nouveau, ça m'a un peu attristé, le fait qu'il n'y ait pas de Ben Yedder justement, parce que Voland, au bout d'un moment, on va en parler, mais des fois c'est compliqué. Après, je veux bien que ce soit vraiment le pilier de Kovac, mais voilà, des fois on peut se dire que il peut mettre un Ben Yedder à la place, ça ferait pas de mal. Sinon, pour la défense, rien de particulier, à part qu'on a une défense à 3, une vraie défense à 3 avec un Aguilar qui était vraiment plutôt piston aujourd'hui. Donc voilà, petite variante, on va dire qu'il s'est un peu adapté à l'adversaire ce soir. Personnellement, j'étais un peu pessimiste sur le début, je pense que c'est un peu votre cas aussi. Ouais, moi j'étais mais même avant de voir la compo, hein, c'est pas la compo qui m'a mis. Alors la compo m'a pas rassuré des masses, ça c'est clair et net, parce que pour moi elle envoyait clairement le signal qu'on venait pour subir, qu'on venait pour être dans le duel et pour jouer le contre, mais qu'on venait pas avec des intentions très optimistes. Mais même à l'avance, j'avais un peu peur qu'on prenne le torrent de la part du PSV, donc clairement j'aurais pas donné cher de notre pot avant ce match. Hein. C'est vrai qu'on imaginait Patrice, pas du coup, mal. on avait.
le Boadou vraiment en pointe quoi pour les attaquer en vitesse. C'est ce qui avait été fait aussi à la Real, mais ça avait vraiment pas marché, donc c'est pour ça aussi que j'étais pas trop optimiste, on va dire. Patrice, du coup, en défense, on avait un peu le retour des trois fantastiques. Hein. Je sais pas s'ils ont été beaucoup. Autant on a le souvenir, ils ont pas mal joué la saison dernière, un peu en alternance avec Sidibé. Je sais pas si on les a beaucoup vus cette année, donc c'était vraiment le retour d'une défense à 5 avec trois vrais centraux, quoi. Pas un espèce de faux latéral dans les trois. Ouais, c'est qu'on a plus l'habitude de voir un Aguilar ou Sidibé, du coup, qui prend la troisième place. Je crois que Matsima aussi l'a pris sur un des matchs en début de saison. Bref, oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu vraiment trois défenseurs centraux de métier qui soient alignés. Du coup, oui, ça a annoncé clairement qu'on allait jouer plutôt la défense, mais si se comprenait, hein, quand on analysait un peu le PSV, c'était quand même une équipe qui est ultra offensive, qui jouait avec la possession, qui frappe énormément. Donc ça ne faisait pas faute de se dire qu'on allait jouer comme contre la Real, de subir le jeu et d'essayer de les prendre en contre-attaque. Après, c'est vrai qu'on avait moins d'armes offensives rapides que contre la Real, où on avait Diatta en plus qui était assez rapide. Là, on n'a pas pu jouer avec. Gelson avait besoin, à mon avis, de le faire reposer. Donc oui, c'était un peu différent avec un volant qui est un peu une caravane au cul en ce moment en plus. Donc c'est vrai que pour jouer en rapidité, c'était plus dur. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce choix de Voland. Alors tu disais Ben Yedder, Quentin. Là où je pense que ça marche pas, c'est qu'il y avait une vraie idée de mettre Voland à défendre sur le côté en phase défensive. Monaco qui était peut-être sur un 5-3-2, on va dire, en phase offensive, mais qui défendait vraiment à 4 au milieu en phase défensive, et Voland qui venait vraiment couloir droit. Ce que je pense Ben Yedder était beaucoup plus mal à l'aise à faire. C'est là où moi j'avais plutôt pensé à Gelson. Alors quelle forme physique avec Gelson? Moi dans ces cas-là je suis toujours à me dire autant que le gars débute et qu'il sorte quand il est cramé finalement. Il aurait pu apporter cette vitesse et une deuxième arme sur des contres. On a vu que quand il est rentré c'était pas tellement ça non plus. Hein. Non, on pouvait imaginer pareil un Diop titulaire. Moi j'étais un peu triste qu'il soit pas non plus titulaire. Et en fait c'est un peu la logique, j'ai l'impression qu'il a, c'est de vraiment faire rentrer ces joueurs de percussion à la 60e, quelque chose comme ça, même un peu plus tard, histoire de vraiment ajouter quelque chose, sauf que bon, ça marche pas forcément, mais là, d'habitude, ça marche pas en tout cas, mais là, aujourd'hui, ça a marché. Mais voilà, moi, j'étais un peu deg de pas avoir Diop aussi, pour apporter cette percussion, ce que Jean-Lucas, moyen. Ouais, c'est ça, c'est Diop, Patrice, qu'on aurait peut-être pu attendre aussi dans les trois du milieu finalement. Un milieu renforcé, pourquoi pas. Tchouaméni, Fofana semble indispensable. Jean-Lucas ou Matarazzo, qui n'ont pas un profil non plus hyper offensif. On aurait pu imaginer peut-être un Sofiane Diop pour apporter un peu de technique, de créativité. Non, moi plutôt j'ai hésité entre Matarazzo et Jean-Lucas pour faire le troisième, et pour moi c'était vraiment trois purs milieux de terrain qui étaient là pour faire de la récupération et du pressing. Et Diop du coup aurait été parmi ceux qui étaient sur les postes avant plutôt pour amener un peu plus de profondeur et écarter le jeu. Mais par contre je voyais vraiment bien un milieu à 3 avec trois gros milieux, comme c'était le cas contre la Real, comme ça a été le cas du coup ce soir, pour vraiment essayer de bloquer le jeu de passe du PSV. Et on parlait aussi pas mal de cette défense à 3 pour renforcer un peu et plutôt être sur un aspect défensif, mais moi c'est un peu la position que j'ai toujours aussi, c'est que ça peut aussi être un move assez offensif dans le sens où ça libère un peu les latéraux. Ce qu'on a vu, hein, je trouve, sur cette première mi-temps, ce qu'on a vu peut-être potentiellement plus tard, et c'est ce qu'avait bien réussi finalement à un Caio Henrique, notamment l'an dernier. C'est pour ça que moi je suis assez client aussi de ce système. Donc là je trouve que depuis le début de saison on a des latéraux qui sont un peu moins en vue. Donc voilà, moi j'étais assez content de cet aspect-là, et notamment sur la première mi-temps. Je sais pas Quentin, toi si tu l'as lu comme ça aussi. Ouais, si, puis en plus c'est vraiment, enfin on peut le dire, c'est un peu le système aussi à la mode, hein, ce 3-5-2, et là où on peut imaginer justement qu'un Aguilar soit pas à son poste depuis le début, depuis même que Kovac est là, là on le voit vraiment en tant que piston, et c'est comme ça qu'il était à Montpellier aussi, et honnêtement c'était pas c'était pas déconnant. J'ai trouvé qu'il a été assez, en tout cas il a relevé un peu la tête par rapport à ses dernières prestations, et on le sent un peu plus en confiance, un peu mieux à ce niveau-là. Et du coup, oui, une animation à 3 qui a l'air de fonctionner, en tout cas à peu près. Surtout en défense, où on pouvait s'imaginer qu'au début, on était assez solide. Ouais, puis une défense à 3 qui offre toujours une option de plus pour rattraper les conneries que finissent
inévitablement par faire un des trois à un moment donné. Donc je pense que malheureusement, c'est pas le fait de mettre trois bons défenseurs ensemble, mais le nombre aide un petit peu ici à avoir un peu plus de densité dans certaines zones. Monaco, je le disais tout à l'heure, hein, Patrice, qui va plutôt bien rentrer dans son match par rapport à ce qu'on pouvait craindre. Un match plutôt disputé, plutôt équilibré au début, mais un Monaco qui est bien présent physiquement et mentalement. Ouais, le début de match est vraiment pour nous, quoi. Il y a peut-être les premières minutes où le PSV a un peu la possession et joue, mais très rapidement on va prendre le jeu à notre compte, alors que justement on s'attendait vraiment à faire le dos rond et à laisser venir le PSV, et pourtant non, pendant une bonne vingtaine de minutes, on a le ballon, on a les occasions, on arrive même à être dangereux, on prive le PSV de la possession, donc non, on est plutôt bien rentré dans ce match. C'était même un match vraiment très plaisant, que ce soit de notre côté ou du PSV, quoi, qui est très plaisant à regarder. Et du coup, finalement, bah, c'est ce but qu'on va inscrire qui, je trouve, va faire tourner le match, faire qu'on va plus reculer et du coup plus laisser le ballon après au PSV. Ouais, un joli but, Quentin, si tu veux nous le raconter un petit peu. Ouais, bah voilà, Caillot reçoit la balle assez en avant, pas mal en train de coller sa ligne, et on a un bel appel de Boadou qui a essayé pas mal de fois au début du match de faire des appels. On sentait qu'il y avait de l'espace qu'il arrivait à trouver entre les deux centraux ou sur le côté gauche pour ce but ici. Et donc un bel appel et une très belle passe, voilà, on connaît vraiment la qualité de pied de Caillot, et là pour le coup c'était le cas. Et donc Boadou qui reprend cette balle vraiment au dernier moment, qui laisse rebondir et qui passe voilà une toute petite pichenette en dessous des jambes du gardien, qui est un peu statique, je trouve, qui est pas très un peu fébrile, qui est pas très voilà, il va pas sortir trop, il va rien il va même pas bouger en fait finalement. Donc voilà, ça sent vraiment le geste de numéro 9, un peu ce qu'on attendait de lui, et ça fait du bien, en tout cas ça fait vraiment plaisir de le voir marquer dans son pays. Ouais, Et pour la première fois pour nous. Très, très beau geste, effectivement. Et là, on se dit, Patrice, peut-être que la confiance va enfin arriver, que le déblocage arrive. On va le voir encore pas mal. Myron Boadou, c'est un peu l'homme de cette première mi-temps. Malheureusement, il va pas réussir à nous mettre à l'abri. Non, parce que c'est vrai que c'est vraiment, pour revenir dessus, c'est vraiment un très beau but et un très très beau geste qu'il fait, parce que du coup il prend vraiment le ballon sans contrôle et après il le pousse très très bien. Donc c'est sûr qu'on se dit, bah voilà, il fait vraiment un geste très très bon pour un attaquant. Ça devrait arriver enfin à le mettre en confiance, et on s'attend du coup bah, qu'il puisse enchaîner un petit peu sur cette mi-temps. Bah, malheureusement, c'est pas le cas, parce que comme je disais tout à l'heure, bah, c'est le PSG qui va reprendre la possession et commencer à nous acculer. Et nous, du coup, on va opérer en contre-attaque. Et malheureusement, c'est sur ces contre-attaques-là, du coup, qui va se mettre en évidence, mais du mauvais côté, Boadou. Notamment à la 38e, où il part vraiment seul. Il a facile 2-3 mètres d'avance sur le défenseur. Et je sais même pas en fait ce qu'il fait dans sa tête. Il a l'air de réfléchir, de vouloir tenter un crochet après sur le gardien et de s'y prendre très très tôt. Et du coup, il se fait complètement rattraper et il n'a même pas le temps de décrocher une frappe. Ouais, il temporise vraiment de manière très très longue, quoi. C'est insupportable à voir à ce moment-là. C'est vrai qu'il a autant il y a une deuxième situation un peu Mais similaire. c'est plus court. Il peut mieux la gérer, mais le laps de temps n'est pas le même. Le défenseur revient très très bien. Défenseur très très rapide qui revient sur lui. Donc voilà, un attaquant de grande classe peut la réussir, mais la première, il doit au moins avoir l'occasion, il doit au moins jouer le face-à-face avec le gardien. Là, on a l'impression qu'il se crispe, quoi, qu'il est complètement tétanisé et que le cerveau fonctionne plus, quoi. Et c'est embêtant parce que on a longtemps pu regretter par la suite, hein, ce deuxième but qui est pas venu et qui aurait mis vraiment Monaco à l'abri, hein. Ouais, clairement. En plus, je trouve que justement, c'est un des moments où tu te dis qu'il est en confiance, c'est justement qu'un numéro 9 doit être en confiance à ce moment-là. Et lui, on le sent vraiment tergiversé et limite, ouais, comme tu dis, terrifié devant le ballon. Et il va même réitérer ça juste après. Bon, c'était un peu plus compliqué, mais là, il peut s'en vouloir, je pense. Ouais. Finalement, c'est peut-être un peu comme on disait des fois de Cavani, ça marche bien quand il n'a pas de contrôle à faire et qu'il a juste à une touche de balle. Et peut-être que c'est ce qui s'est passé pour Boadou ce soir, finalement. L'occasion du but où il n'a pas trop eu à réfléchir, il a mis dans le mille, mais dès qu'il a dû faire une touche ou deux touches de balle pour s'emmener le ballon, on a l'impression que la machine s'est complètement grippée, quoi.
le PSV Eindhoven, qui est mine de rien quand même bien présent aussi dans cette mi-temps, qui a quelques temps forts par-ci par-là, mais qui n'a pas vraiment d'occasion, Patrice. Du coup, Monaco, pas vraiment inquiété. Non, sur cette première mi-temps, il y a quelques arrêts de Noble, mais c'est pas les plus importants. Ça va être plus par la suite qui vont intervenir en deuxième mi-temps, mais sur la première mi-temps, il n'y a pas vraiment d'occasion comme Monaco peut en avoir au moins trois faciles à ressortir, où ils se mettent en évidence, où ils auraient pu espérer égaliser, malgré avoir vraiment des temps forts où ils nous mettent la pression, où ils nous acculent vraiment, ils nous font redescendre très très bas sur le terrain. On n'est pas non plus mis en danger. Et finalement, on sort de cette mi-temps en étant plutôt heureux, parce que du coup, on a vu quand même 20 bonnes minutes de l'AS Monaco, on mène au score, on a réussi à tenir défensivement en faisant quand même nos défenseurs ont quand même vraiment très bien joué. Surtout, on a vu l'abnégation et la rage un peu sur les actions qu'ils ont pu faire. Donc, personnellement, à cette mi-temps-là, j'étais vraiment très content de ce que proposait Monaco. Ils ont subi un seul tir cadré de leur part, donc un seul arrêt de Nubel, du coup, je m'en souviens. Mais à part ça, ouais, effectivement, il n'y a que des tirs de loin, un peu ratés, même contrés par leurs propres joueurs. Hein. Je pense à celui de Vinicius, enfin, celui qui est contré par Vinicius à un moment. Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'on les sent pas trop dangereux hein, à ce niveau-là. Et voilà, on sort quand même à une première mi-temps, on se dit qu'on mène au score et qu'on peut aller mettre un deuxième derrière. C'est un peu frustrant d'ailleurs, à ce moment-là. Mais bon, a priori, on n'est pas l'Olympique Lyonnais, du coup, on n'a pas une mi-temps avec, une mi-temps sans. Oups. Ouais, bah là, malheureusement, ce soir, c'est un peu ce qui va se passer. Je sais pas si ils ont écouté un CD de Carla Bruni à la mi-temps, ou si c'est vraiment le PSV qui s'est bien remotivé. Ça me fait penser, je suis en train de lire le livre Comment gagner un match de foot, et j'ai lu le chapitre aujourd'hui sur justement les 15 minutes de la mi-temps, comment tirer le maximum des 15 minutes de la mi-temps, et je pense que Roger Schmidt, il a bien potassé le truc, hein, parce que là, le PSV est ressorti de là complètement transformé, Patrice, et va tout de suite avoir une série, pour le coup, de vraies occasions. Ah oui, tout de suite. Vraiment, on a l'impression qu'on est resté au vestiaire, qu'il n'y a que Noble justement qui est revenu sur le terrain parce que lui était bien présent et a fait les arrêts qu'il fallait pour déjà essayer de tenir le score. Parce que d'ailleurs, on ne touche pas un ballon. Dès qu'on l'a, on le perd au bout d'une ou deux touches. Et le PSV est dangereux cette fois-ci, parce que là, ils ont les frappes, ils arrivent à passer notre défense, avoir des situations de 1 contre 1 contre Noble. Et heureusement pour nous, notre gardien allemand qui avait du mal sur le début de la saison, là, fait quand même de beaux arrêts, faut le dire, parce que c'est pas forcément que des frappes sur lui où il a juste à la serrer dans ses bras, il va en chercher certaines au sol. Sur cette partie-là du match, en tout cas, il fait voir pourquoi on l'a recruté enfin. Ouais, et notamment des occasions d'une connaissance, je dirais pas une vieille connaissance, hein, mais un certain Carlos Vinicius on avait connu chez nous quelques mois, qui avait fait un petit couple avec Radamel Falcao, même s'il était souvent plutôt en remplaçant, voilà, qui a été bien muselé en première mi-temps, Quentin, mais qui s'est signalé quand même sur cette entrée de deuxième mi-temps. Ouais, ce petit Carlos Vinicius qui, honnêtement, aurait mérité de marquer à un moment donné, mais après qui a été une sacrée tête de mule là, à un peu simuler, un peu, voilà, il était un peu énervant. Après, c'est vrai que c'est un joueur qui est un peu en difficulté, je trouve, depuis qu'il est parti de chez nous. C'est-à-dire qu'il a enchaîné un peu les clubs. Je crois qu'à Tottenham, il marque que en coupe et c'est tout. Enfin, c'est 10 buts quand même. À Tottenham? Ouais, c'est ce qu'il disait tout à l'heure pendant le match, mais essentiellement en coupe. Oui, mais c'est les stats que j'avais ce matin aussi. Donc, c'est pas c'est ça, extra, il a fait des saisons aussi bien plus folles que ça. Non, ouais, c'est sûr. Mais je me souviens que justement, tout le monde se foutait de lui parce qu'il avait mis un triplé contre une équipe de Division 5 qui était refait, enfin qui célébrait comme Mbappé, etc. Mais non. Moins que la Sina Traoré contre Beaulieu. Enfin bref, non, mais après, voilà, derrière, c'est quand même un joueur qui peut la mettre à l'envers, hein, on l'a senti, mais finalement qui a remplacé, il me semble, alors peut-être à la 70e, quelque chose comme ça, ovationné par le public. Et du coup, 87e, on va tenir comme ça, bon an, mal an, Patrice, pendant un petit quart d'heure, et puis la digue va finir par craquer avec un but, peut-être du meilleur joueur du PSG ce soir, qui était Cody Gakpo. Pas que ce soir, hein. En général, c'est un peu lui
qui depuis le début de la saison est quand même très en forme et qui tourne bien. Ça part d'une perte de balle de 10-6 quand même, qui est un peu dommage, parce que du coup il a le ballon sur son côté, plutôt que de choisir de passer le ballon devant. Alors, est-ce que c'est une passe décisive? Je te coupe tout de suite. C'est pas une passe, c'est en fait il garde le ballon et il part avec en voulant recentrer, et du coup il se fait presser par Gakpo d'ailleurs, et du coup qui le récupère le ballon, donc c'est pas vraiment une passe, mais on peut dire qu'il a fait une décisive court, peut-être que ça marche. Et du coup, Gakpo après joue pas un 1-2 avec Vinicius, que c'est plutôt un mauvais contrôle pour moi de Vinicius, qui la remet finalement dans la course de Gakpo, qui frappe. Malheureusement, Nubel est complètement masqué, parce qu'il y a comme un jeu de jambes devant lui. Le ballon en plus est dévié. Nubel la touche du bout du gant, mais malheureusement, ça suffit pas pour l'écarter de la cage, et ça fait égalisation. Et tu penses que le ballon est dévié? J'ai pas fait gaffe s'il était dévié ou pas. Pour moi, il allait un peu tout droit. Ça part et après ça fait. Ou alors il y a vraiment un effet super sur le ballon, parce qu'il fait vraiment une courbe. Ouais. Sur la caméra qui est vraiment face au cache, on voit vraiment que ça. Ouais, puis ça empêche Nubel de l'arrêter finalement, parce qu'il est pas loin. Ouais, Nubel qui était dans tes 3 points, Quentin, un tout petit peu court, mais pas forcément fautif. Il peut pas faire grand chose. C'est aussi ce que tu penses sur ce but? Bon, il peut pas faire grand chose, mais s'il avait été mieux placé, peut-être qu'il aurait pu la choper. Peut-être s'il savait mieux plonger aussi, je sais pas. Je suis pas un expert de gardien, mais je pense qu'il a du mal à se mettre au sol. Il a du mal à s'étendre au sol, on va dire. Sur des frappes comme ça, il a été souvent en difficulté. T'es pas un expert de gardien, mais t'es quand même le sosie de la moitié des gardiens de Ligue 1. Donc, essentiellement les remplaçants. Mais... Tout ça parce que je fais 1m90, quoi, ça arrive. Ouais, t'as une tête, je sais pas, t'as une tête de jeune gardien. C'est vrai qu'Étienne Green, apparemment, est aussi mon deuxième sosie. Et du coup, un but du PSV qui intervient quand même assez tôt. Moi, je me disais, bon, il va finir par tomber, ce but égalisateur. J'espère qu'il tombera un peu tôt, un peu tard. Comme ça, on aura moins de temps à tenir. Là, la demi-heure, je me dis, il reste encore beaucoup de temps à tenir, d'autant plus qu'on va rien corriger, Patrice. En fait, on a l'impression qu'on est sans solution. On fait Kovac bouge pas pendant un moment, et on a l'impression qu'on a zéro solution à ce moment-là. Non, parce que du coup, on espère que ça nous réveille un petit peu, qu'on se secoue, parce que là, le but est quasiment à la 60e, et sur le premier quart d'heure, on n'a pas du tout existé. Donc on espère un peu se réveiller et essayer de proposer un peu autre chose. Malheureusement, c'est pas le cas, et ça continue. Le PSG reprend le jeu en main et essaye d'aller chercher la victoire. Et du coup, oui, Kovac fait quand même des changements assez rapidement après la mi-temps, parce que le but, c'est la 59e, le changement soit 60... 70e, les deux premiers changements. Pour moi, le tournant du match, finalement, c'est pas de notre côté qui se passe, c'est plutôt du côté de Eindhoven. C'est la blessure de leurs deux ailiers. Hein. Ouais. Parce que les deux sont vraiment très très bons cette saison. On nous faisait vraiment du mal, parce que Edric aussi était dans la sauce pendant tout le match face à son vis-à-vis. Et les deux, du coup, sortent quasiment coup pour coup, et ça leur fait du mal, mine de rien. Ils sont un peu moins percutants, du coup, avec les remplaçants après sur la dernière demi-heure. Pour moi, c'est un peu ça. Bruma et Retessen vont aussi avoir chacun leur bonne petite occasion. Hein. Ils vont aussi continuer un peu à tourmenter les défenseurs, mais c'est vrai qu'on a senti un PSV qui avait perdu quand même des armes à ce moment-là, qui est resté dominateur tout le match, mais qui était peut-être un peu moins tranchant devant finalement. Et Monaco, Quentin, qui fait un premier double changement poste pour poste, hein, avec les entrées de Ben Yedder et Matarazzo pour Boadou et Fofana. Poste pour poste, on perd en plus à ce moment-là un peu la menace dans la profondeur, donc j'étais pas forcément hyper rassuré de mon côté. Ouais, même si Boadou commençait à être un peu invisible, c'est vrai que après notre bloc était très bas, et effectivement on pouvait s'attendre à un peu d'explosivité, un peu de transition, etc. Donc on n'en a pas eu finalement. C'était peut-être logique de le faire sortir, je sais pas. Mais après, puis une capacité peut-être de Ben Yedder à garder des ballons aussi un petit peu plus haut, finalement, à tenir des fautes. J'étais content de voir Ben Yedder en tout cas rentrer à ce moment-là. C'est vrai que Fofana, on sent qu'il est un peu... je sais pas s'il avait vraiment envie de sortir, mais Matarazzo qui prend de plus en plus de place dans l'équipe, on le sait. Voilà, là c'était un changement qui pouvait faire du bien aussi, faire tourner. Et oui, Kovac qui voit finalement une équipe du PSV, hein, comme on l'a dit, coïncidant avec les blessures, qui baisse en régime, et peut-être on sent un peu aussi qu'on peut jouer avec ça et prendre notre chance. Et puis 5 minutes plus tard, il refait 2 changements, cette fois pas trop poste pour poste.
Ouais, avec du coup, là, c'est Patrice et Gelson et Diop qui vont rentrer, donc vraiment les deux armes un peu offensives principales restantes, hein. Il y avait aussi Isidore sur le banc pour Disasi et Jean-Lucas. Donc là, pour le coup, un changement sur le papier, en tout cas, un petit peu plus offensif, avec un peu plus de dynamisme. Ouais, bah, il fait l'inverse finalement de ce qu'il avait fait contre la Real, où il avait fait rentrer plutôt des joueurs défensifs, dont un défenseur en plus. Là, du coup, bah, il fait le choix du coup d'aller chercher un résultat en faisant rentrer comme deux joueurs offensifs, en changeant son schéma tactique et en essayant d'aller presser un peu plus haut le PSV et jouer le coup, tout simplement. Et puis, bah, finalement, c'est payant, mine de rien. C'est payant parce que sur quasiment la seule opportunité de la seconde mi-temps, bah, c'est un entrant, Quentin, qui va faire la différence, qui va délivrer Monaco et qui va un peu faire, qui va clairement faire le hold-up, hein, sur cette deuxième mi-temps. C'est l'ami Sofiane Diop, hein. Exactement, et même Ben Yedder qui a failli, qui avait une bonne occasion aussi à un moment, qui aurait pu nous garnir d'un C'est petit piqué. la seule que j'avais en tête. Ouais, Ouais, un petit piqué juste avant. piqué ou bon, petit crochet, moi j'avais pensé. crochet Petit aussi, crochet. on aurait, maintenant il préfère le crochet effectivement. Mais voilà, effectivement on n'a vraiment aucune occasion, aucune situation, et l'ouverture à la fin, où Voland garde bien la balle, et il me semble que c'est, je sais pas qui c'est qui décale Caillot, mais ensuite Caillot reprend C'est bien. Voland. Voland, Ouais. du coup voilà, qui reprend bien et qui se retrouve dans sa position vraiment préférentielle, pour faire les centres, et qui, encore une fois, nous garnit une super passe décisive. Enfin, moi, c'est des passes comme ça que vraiment un latéral ou un piston même doit tout le temps faire, des passes à rater très puissantes, qui laissent échapper finalement la plupart des Ça, c'est pas défenseurs. gentil pour Fodé Ballo-Touré. En effet. Pas gentil de dire ça. Et on aimerait voir Aguilar faire des centres comme ça aussi, par son pied droit. Et du coup, Diop qui se jette très bien, et qui aussi place bien la balle, parce que je vais souvenir aussi d'occasions où des fois on rate ce genre d'occasion même. Donc là, parfait, un petit pointu là qui arrive, et un ballon qui se retrouve dans les filets. Un peu l'incompréhension, je trouve, à ce moment-là, parce qu'on se dit qu'on mérite tellement pas de marquer ce but. Mais quand même une très grande joie, et se dire qu'on marque ça à la fin du match, c'est vraiment, ça fait plaisir, quoi. Ouais, une vraie délivrance. Moi, je sais pas toi, Patrice, mais moi, du moment que la seconde mi-temps a démarré, j'ai presque jamais cru qu'on pouvait mettre un but, en fait. Euh, pour moi, on allait rester à 1 et il fallait garder le PSV le plus bas possible. Je voyais même pas la capacité à se créer une occasion. Donc, ouais, pour moi, il tombe complètement de nulle part, quoi, ce but. Ah ouais, moi je m'attendais vraiment qu'on aille chercher le 1 partout. Parce que, comme tu le dis, on a quasiment aucune occasion. C'est plutôt le PSV qui s'en procure pendant toute cette mi-temps-là. Donc, même si Kovac fait des choix offensifs plutôt, perso, et non, j'y croyais pas trop qu'on allait chercher une victoire à ce moment-là du match, en tout cas. Donc, non, elle tombe vraiment très très bien, qu'elle le dire. Ouais, on a vraiment, pour moi, on n'a pas un temps fort de la mi-temps. C'est vrai que le PSV baisse un tout petit peu de régime, on sort un petit peu la tête de l'eau, mais on est toujours dans des situations où on perd quand même le ballon assez vite, on enchaîne quasiment jamais 3 passes. Donc ouais, but vraiment tombé du ciel, et Monaco qui va réussir à garder cet avantage jusqu'à la fin et a gagné 2-1 à Eindhoven, comme on le redit encore, hein, comme il y a, ça fait quoi? Ça fait 18 ans du coup maintenant, qu'on avait gagné 2-1 sur le même score à Eindhoven, avec potentiellement une autre prestation, hein. Je pense que c'était pas le même niveau à l'époque, c'est pas le même adversaire non plus, hein, forcément, mais voilà, victoire de prestige. Ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas gagné finalement chez un adversaire européen de bon niveau. On a gagné évidemment cette année au Sparta de Prague, mais pour retrouver un adversaire un petit peu crédible, ouais, c'est peut-être la victoire à Dortmund, hein, je pense, le dernier exploit de ce type-là. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, ça fait partie un petit peu des matchs qui resteront, on peut l'espérer en tout cas, si Monaco fait un bon parcours cette année, hein, en Europa League. On va passer aux prestations individuelles, et on va passer au top notamment. Alors on a eu du mal à se décider. Je crois qu'avec toi, Quentin, en finale, qui avait envie de nous mettre un joueur en top, hein. Bah ouais, je me suis dit quand même si on garde en proportion sa performance défensive, hein, vous avez été pas mal à le critiquer. C'est vrai que finalement il nous sort 2 passes décisives dans un match qu'on gagne pas 2-0, hein, mais qu'on gagne vraiment 2-1 avec
un but miraculeux à la fin. Donc j'avais envie quand même de féliciter ce pied magnifique qu'a Caio Henrique, parce que voilà, c'était quand même une prestation assez intéressante, notamment à ce niveau-là offensif, hein, je le répète. Effectivement, défensivement, ça a été très compliqué, et notamment jusqu'à la sortie de son vis-à-vis, tu l'as dit, Bruma. Mais non, franchement, c'était Thomas, quand c'est de même... l'autre côté. Madueke. Madueke. Gauche. Ouais, Madueke, Madueke, sur le ouais. côté. Effectivement. Ouais, donc voilà. Après, c'est vrai qu'on pouvait, enfin, moi, je voulais vraiment je me dis qu'un joueur qui met 2 passes décisives, quand même, on peut pas y échapper, quoi, à ce moment-là. Après, c'est vrai que, tu le diras, Boris, il n'y a pas trop de flop non plus. On sait pas trop à quel moment, enfin, à quel degré juger l'équipe, en fait, ce soir. Ouais, moi je suis d'accord pour mettre mais juste le pied gauche alors de Caio Henrique. Alors, mettons le pied top ce gauche, soir. hein, je peux zoomer sur le Le pied reste gauche. du corps, je pense qu'il peut aller dans les flops. Mais c'est vrai que Patrice, on avait presque du mal à trouver, mais pour les 2 catégories, dans le sens où on a un petit wagon de joueurs qui a été très moyen tout le long du match, et on a un wagon de joueurs type Caio, type Boadou, dont on a déjà parlé, qui ont été décisifs, mais qui en même temps ont été un petit peu catastrophiques sur le reste du match. Donc c'était pas évident de juger les prestats individuels ce soir. Non, c'est très compliqué. Comme tu l'as dit, Enrique, du coup, défensivement, c'est très compliqué. Et derrière, il nous met ses 2 passes décisives. Boadou nous met enfin un but, et un joli but, mais derrière, il rate quand même des choses assez importantes. Moi, j'avais cité aussi Dissassi, qui fait une super première mi-temps, où il est vraiment solide et qui défend très très bien. Et derrière, la deuxième mi-temps, c'est beaucoup plus compliqué. Il est fautif sur le but, donc c'est compliqué aussi de le mettre dans les hommes du match. Donc ouais, c'est compliqué, parce que les restes des joueurs après sont plutôt moyens, soit un peu forts sur la première mi-temps, puis décevants sur la deuxième. Donc, mais ça vaut dans les 2 sens, c'est-à-dire qu'on a eu aussi du mal à trouver un flop, parce qu'il n'y a pas non plus un joueur qui était en dessous de tout. Ouais, un joueur un peu mi-figue, mi-raisin aussi, Quentin, c'était Kevin Volland, qui sauve un peu sa tête sur l'action du deuxième but finalement, mais qui le reste du temps a quand même été plutôt dans le dur ce soir. Ouais, c'est ça, c'est plutôt le flop que j'aurais mis sinon, mais c'est vrai que je me suis un peu ravisé parce que sa prestation était quand même pas dégueulasse non plus, hein. Il a permis aussi pas mal de bons appuis, de bonnes passes aussi à Boadou en première mi-temps, là où on a été encore à peu près bon. Et finalement, il a aussi à l'origine de ce second but qui nous fait gagner le match, donc voilà. C'était pas non plus une prestation incroyable, pour le coup, Ouais. il manque peut-être d'explosivité à certains moments. Il manque Match de un peu vitesse. ingrat aussi, hein, je pense, pour lui. Oui, c'est Beaucoup sûr. En de défense, travail défensif, hmm. des situations de contre à jouer qui sont vraiment clairement pas faites pour lui, et on le sait depuis un moment. Bon, j'ai trouvé qu'au moins dans l'engagement, il était à peu près là, dans la technique aussi, mais c'est vrai que dès qu'il y a 4-5 mètres à faire, ça devient vite compliqué quoi, avec ce joueur. Mais bon, ça, on le découvre pas forcément d'aujourd'hui, et je pense que ça aurait été un peu compliqué pour Wissam aussi, malheureusement. Patrice, il y avait un autre joueur qu'on avait listé quand même dans les un peu moins intéressants, qui était Jean Lucas, euh, notre MVP du mois d'août, en tout cas, c'est d'après une personne, c'est-à-dire moi, MVP sur 2 matchs, mais C'est ça, surtout. qui depuis un moment est quand même un peu plus dans le dur, et qui ce soir a vraiment pas montré grand-chose à nouveau. Non, après, c'est vrai que position un peu compliquée, parce que du coup, il joue au milieu de terrain sur les phases offensives, et sur les phases défensives, il est sur l'aile gauche. Et du coup, c'est Volland qui prenait l'aile droite en défense pour aligner une sorte de 5-4-1. Donc, c'est pas forcément simple comme poste, et du coup, beaucoup de navettes à faire. Son point fort, je trouve, c'est quand il perce les lignes, quand il porte le ballon, quand il fait des passes qui permettent de faire avancer le jeu. On l'a moins vu ce soir. Donc oui, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément du bon et du moins bon. C'est pas un match forcément très intéressant, quoi. Ouais, du coup, si on se déroule un petit peu les autres joueurs, Quentin Noubel, t'en as déjà parlé, je pense qu'on en a déjà tous un petit peu parlé. Un match, mine de rien, voilà, il y a des arrêts qui commencent à rentrer par contre. Les relances, il y en a quand même 2 là en deuxième mi-temps sur son côté droit, avec des interceptions à chaque fois. On frôle quand même la catastrophe, quoi. Donc ça fait un moment qu'on n'a plus forcément de but à lui imputer comme ça directement. Mais je crois qu'il y a quand même une incapacité à sortir un match sans défaut de sa part.
qui continue à poser question, hein, Quentin. Ouais, c'est vrai que même si on commence à avoir un gardien, on peut quand même se poser des questions, effectivement. Déjà sur le profil, parce qu'on pouvait imaginer que Kovac voulait un gardien qui était bon au pied, et là on est quasiment certain que maintenant c'est pas trop le cas. Hein, je veux pas faire non plus l'expert gardien encore une fois, mais pour moi un gardien, surtout dans le profil et aussi dans le recrutement, on a beaucoup ciblé sur des profils. Et pour moi, on devait avoir un gardien bon au pied, bon à la relance. Et pour le coup, c'est pas trop le cas. Donc c'est un peu décevant à ce rythme. C'était ce qui était à ce annoncé, niveau-là. hein, donc, Oui, clairement. donc ouais, il y a mal donne de ce côté-là. Peut-être qu'il a, à force de pas jouer, il a perdu, je sais pas, il a perdu son pied. Patrice, on avait Ruben Aguilar, notre international français, ouais, faut pas l'oublier. C'est un statut qu'il a à vie maintenant. On ne pourra plus lui retirer comme Frédéric Piquion par exemple. Ruben Aguilar, match plutôt correct, plutôt sérieux, au moins sur la première mi-temps. Ouais, parce que sur la première mi-temps, le jeu passe plus par lui, je trouve, que sur Caillot. Donc on l'a beaucoup plus vu porter le ballon, en tout cas offensivement, surtout les 20 premières minutes. Ça passe pas mal de son côté, il est plutôt bon. Défensivement aussi, il arrivait à bien tenir son côté. En deuxième mi-temps, après là, ce sera plus compliqué, c'est sûr. Ouais, comme de toute façon, en deuxième mi-temps, je pense qu'il n'y a personne, hein. Il n'y a personne sur à ressortir, hormis du coup Neubels qui fait des arrêts, mais qu'on en casse quand même un, mais le reste des joueurs, on les voit pas, quoi, ils sont transparents. Aguilar qui est peut-être un de ceux que j'ai le moins vu en négatif dans la deuxième mi-temps, mais que j'ai pas vu non plus en positif, mais en même temps, bon, on l'a dit, hein, le vis-à-vis le plus dangereux c'était le sien, c'était Gakpo, donc c'est peut-être pas innocent non plus. Après, est-ce qu'il était pas sur Dissassi et lui, du coup, il devait surveiller le Max, à moins que Max était plutôt sur Volant. C'est un peu compliqué vu que c'est pas les mêmes schémas de toujours savoir qui devait marquer qui. Ouais, il était un peu entre les deux. Mm. Entre deux. Et c'est vrai que sur le but, de toute façon, Aguilar, il n'a pas pu tellement intervenir parce que le ballon est perdu plus bas, quoi, par Ouais. La charnière, on a déjà un peu sorti du lot d'Izazi. Quentin, est-ce que Maripane, Badiachil ont été vraiment au-dessus pour toi ou est-ce qu'on est un peu tout ça au même niveau? Bon, on peut mettre un peu tout ça au même niveau, Dissasi un peu en dessous quand même. Notamment, voilà, on en a parlé, hein, mais en seconde mi-temps, les trois sont un peu en panique. Même Maripane, j'ai senti qu'il doit un peu être le patron de la défense, hein. On l'a annoncé comme notre meilleur défenseur il n'y a pas longtemps. Bon, effectivement, on fait avec ce qu'on a, mais aujourd'hui, on peut pas lui imputer grand-chose. J'ai pas vu de grosses cagades. Peut-être qu'il doit être un peu plus dur des fois. Badiachil non plus a pas manqué de concentration plus que ça. Même si, effectivement... Quelques pertes de balles, quand même. Quand on perd, voilà, c'est ça. Quand on perd la balle, effectivement, et qu'on crée des occasions directement pour l'adversaire, c'est toujours compliqué. Donc, ouais, des performances quand même moyennes. On a déjà fait du coup également notre ami Caillot, Patrice au milieu, autre international français, peut-être lui appelé à l'être un peu plus que Ruben Aguilar, mais qui je trouve n'est pas resplendissant en Ligue Europa pour l'instant depuis le début de saison, c'est Tchouaméni. Ouais, comme on en blaguait tout à l'heure, c'était du fait qu'il est joueur en tant qu'attaquant centre, comme nous le présente RMC. Non, c'est vrai que sur ce match de reprise pour lui, parce que du coup il n'avait pas joué contre Lyon, on l'a pas beaucoup vu, même sur la première mi-temps, on l'a pas vu énormément. En deuxième, encore moins forcément, vu qu'on ne touche pas un seul ballon, donc à part le voir courir après les joueurs du PSV, il n'y a pas eu grand-chose. C'est vrai que c'était déjà un peu le cas contre la Real, où on avait eu du mal à le voir. Après, voilà, c'est... Peut-être que le milieu à 3 lui convient un petit peu moins aussi, du coup qu'il est un peu moins en évidence, que ça passe beaucoup moins par lui, qu'il y a moins de transition qui passe par les deux du milieu. C'est pour ça que du coup il a un rôle un peu plus de récupérateur que de créateur, comme ça peut être le cas habituellement. Et à côté de lui, Quentin, il y avait Youssouf Fofana, comme bien souvent, à côté de lui. Qu'est-ce que tu as pensé de notre ami Youssouf qui n'a toujours pas marqué? Ouais, d'ailleurs, on a mis une petite question entre Jean-Lucas et Fofana qui marquera en premier. Bon, Jean-Lucas a fait quelques frappes aujourd'hui, mais c'était pas non plus dingue. Fofana a même pas tiré, il me semble. Donc, par contre, il est toujours présent au niveau de la passe et
Il nous fait il est auteur de la très belle passe pour Boadou qui aurait dû être un but quand même, il faut le dire. Après effectivement peut-être un tout petit peu en dessous de Tchouaméni, mais c'est pas le même rôle. Voilà, on sent que les deux de toute façon quand ils sont alignés, ils sont toujours assez justes, même si effectivement pas resplendissants ce soir. Moi, Fofana, je l'ai trouvé assez intéressant quand même si effectivement, quand il va porter la balle, quand il va faire certaines passes, ça va rater des fois. Des fois, défensivement, c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, j'ai pas trouvé qu'il était trop en dessous de Tchouaméni. Franchement, c'était une prestation encore correcte. Ouais, moi des trois, ça a plutôt été mon préféré, Fofana, au moins sur la première mi-temps, Oui. même avec le ballon pour une fois, paradoxalement, alors que c'est plutôt là-dessus qu'on le critique par rapport aux deux autres en général. Mais ce soir, j'ai plutôt apprécié la première partie. Par contre, après, il a un peu sombré comme les autres. Et ce milieu qui, globalement, n'a pas été capable de décoper la pression des Hollandais et de soulager un petit peu sa défense, malheureusement. Boadou, on en a déjà aussi, je pense, suffisamment parlé. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il garde le positif, je pense, de ce match-là, d'avoir débloqué son compteur, d'avoir... c'est souvent, on peut le penser, le plus dur de mettre le premier, en espérant que les autres suivent. Voilà, ça montre qu'il y a aussi encore du travail pour ce joueur-là, en termes de confiance probablement, en termes de technique, d'approche peut-être aussi. Donc voilà, il faut espérer qu'il puisse vraiment jouer ce rôle de troisième homme. On a eu du coup plusieurs remplaçants, on en a parlé déjà. Je ne sais pas si vous avez un mot en particulier à dire sur un d'entre eux. Je trouve que la physionomie du match a fait qu'on ne les a pas énormément vus, que ce soit Ben Yedder, que ce soit Matazo, que ce soit alors Gelson. M'a fait beaucoup rire à un moment donné, il a été lancé en contre, il a même pas réussi sa prise de balle, donc c'est vrai que j'ai tout de suite rangé mes regrets de ne pas l'avoir vu au coup d'envoi. Diop, on en a parlé, buteur, je sais pas si vous avez envie de vous arrêter sur un de ces cas-là en particulier, Patrice. Non, pas souvent, comme tu as dit, on les a pas vus énormément, ils sont rentrés assez tardivement dans le match. Et bon, hormis Diop du coup qui se met en évidence parce qu'il inscrit le but. D'ailleurs, on en a parlé, c'est Ben Yedder qui a raté une petite action et comme tu viens de le dire, Gelson qui sur une contre-attaque pousse bien trop loin son ballon et nous fait paumer une action. Ouais. Quentin, toi, t'as retenu un entrant. On n'a pas eu de cinquième, je dis pas de bêtises, je n'en ai pas noté. Mais... Non, effectivement, il y a eu 4 entrants. Effectivement, même un Elliot Matazo qu'on aurait pu voir un peu plus parce qu'il était là quand même une vingtaine de minutes, ça paraît pas, mais c'était le cas. On l'a pas vu forcément, donc effectivement, à part le buteur qui, faut le souligner quand même, il est là au bon moment et il sait mettre le pied. C'est pas le premier but qu'il met comme ça en se jetant un peu sur un centre. Donc voilà, qu'il continue et ça fait très plaisir que le petit Diop nous sauve la mise ce soir. C'est quand même notre deuxième meilleur attaquant, meilleur buteur cette saison. Effectivement. On l'attendait pas trop à ce niveau-là, effectivement, au niveau des buts, en tout cas. Ouais, avec troisième match, et Ben Yedder et Voland qui n'ont toujours pas marqué dans cette compétition, mine de rien. Pour Ben Yedder, c'est pas facile quand même. C'est pas facile, même si il s'est fait quand même une spécialité de marquer en rentrant en cours de jeu. Alors les mauvaises langues diront qu'on n'a pas eu de penalty et que ça l'aide peut-être pas. Mais c'est vrai que alors il y avait eu ce doublé face au Shakhtar, donc il n'est pas vierge en Europe cette saison. Malheureusement sur l'Europa League, on n'est pas parti sur des grosses bases au niveau de nos buteurs. On a plutôt des buteurs un peu improbables jusqu'à maintenant. Vous vous rappelez de Diatta et de Disasi sur les deux premiers matchs. Ce soir c'était Boadou. Bon, Diop peut-être un joueur un peu plus important dans l'équipe aujourd'hui, mais voilà, c'est pas forcément nos stars pour l'instant qui nous maintiennent à flot dans cette compétition. Le petit point classement du coup à l'issue, à la mi-parcours, Monaco qui vire en tête avec 7 points devant la Real Sociedad qui a gagné ce soir à Graz en Autriche 1-0 et qui est à 5 points, le PSV à 4 en troisième position et le Sturm Graz qui est à 0. Voilà, 3 matchs, 3 défaites, un parcours à la Marseillaise, comme on dit dans le milieu du football. Le Sturm Graz qui, je pense, on s'en doutait à l'avance, mais qui confirme, qui est très probablement vraiment hors course et qui, à moins de réussir à gratter des points à une équipe, jouera peut-être un rôle de trouble-fête, mais vraiment une course à 3 qui s'engage. Monaco qui est en tête.
Combien de points il faudrait exactement? Je pense qu'avec une victoire de plus, on sera déjà pas loin de la qualif, hein. À 10 points, je pense que normalement, ça doit pouvoir passer. Messieurs, vous êtes confiants du coup pour cette deuxième partie de tableau? Pour vous, c'est du tout cuit ou on est encore sous la menace? Quentin, qu'est-ce que t'en penses? Bon, effectivement, il n'y a pas du tout cuit, hein. C'est vrai que tu disais qu'on allait s'assurer quasiment des rencontres européennes au printemps. Bon, Ouais, au moins la troisième place, elle n'est pas mathématiquement assurée, mais il faudrait quand même un sacré concours de circonstances qui commence par le fait que Sturm Graz apprenne à jouer au football, quoi. Oui, voilà, il y a ça, et le fait aussi que on sait jamais ce que peut faire la rencontre aussi entre le PSV et la Real. Je crois que c'est la dernière du coup, et ça pourrait éventuellement finir sur un match nul, etc. Donc on pourrait profiter aussi du fait que ces deux équipes se battent un peu, hein, pour ça. On pourrait sécuriser même, à la limite, sécuriser des matchs nuls contre le PSV, contre la Real chez nous. Ce serait très sale, mais effectivement, en fait, moi aussi, je vois peu de scénarios où on se fait avoir et on finit troisième, ça c'est sûr. La deuxième place me paraît aussi, donc du coup, pas mal acquis. Et je pense que la première est très, très bien, voilà, dans l'objectif. Et de toute façon, on l'a dit, hein, si on finit pas premier, ce serait quand même décevant. Donc là, au vu des résultats qu'on a là, oui, je suis assez confiant quand même. J'espère qu'on pourra continuer sur cette lancée. Et surtout qu'on Ouais, continue aussi à être aussi efficace malgré le fait qu'il y ait cette Ligue 1 qui a l'air très disputée. le calendrier est quand même vraiment favorable. Patrice, on va recevoir la Real, on va recevoir le PSV. Enfin, dans l'ordre, on va recevoir le PSV, on va recevoir la Real, et puis on ira à Graz. 3 matchs desquels on sera potentiellement favori. Monaco doit jouer la première place, et en plus, on l'a dit, cette année, il y a une vraie motivation à finir premier, puisque ça fait tout simplement un tour et ça fait 2 matchs en moins à disputer. Ouais, bon, je le disais ce matin, si on allait chercher un match nul, on serait très très bien positionné pour la deuxième partie, pour les 3 derniers matchs. Alors là, avec une victoire, c'est clairement encore mieux. Parce que on a l'avantage de recevoir les deux autres équipes à domicile, c'est quand même beaucoup plus simple. Et après, du coup, on finit en plus contre Graz, même si c'est en déplacement. On a vraiment l'avantage du calendrier. Du coup, maintenant, à nous d'en profiter, d'aller chercher le maximum de points possible pour aller chercher une première place et s'éviter un aller-retour à faire au mois de février dans un calendrier qui sera déjà bien chargé à ce moment-là. Si on peut, c'est toujours mieux. Plus c'est contre un club de Ligue des Champions, hein, que ce match aura lieu. Donc, c'est pas forcément le match le plus simple. Et attention, on peut recevoir à Shanghai, hein, maintenant, hein, les règles ont changé, visiblement. En Coupe d'Europe aussi. Oh, pas sûr, mais ça arrivera. Qui sait? Mais c'est vrai que si on veut vraiment simplifier la tâche, de toute façon, de manière mathématique, hein, si on bat le PSV au prochain match, on sera automatiquement dans les 2 premiers, puisque le PSV pourra plus nous rattraper, le Sturm Graz non plus. Donc finalement assez simple, hein, c'est un match, je pense, sur lequel il faudra mettre un gros focus, faire une priorité. Voilà, si on gagne ce match-là, et on peut penser que la Real battra le Sturm Graz après ça, on pourrait vraiment se faciliter la tâche. Donc ce sera pour dans quelques semaines. Je sais pas si c'est dans 2 semaines le retour de la Coupe d'Europe. Je me tourne vers Patrice, qui est la personne la plus susceptible. Ils ont annoncé dans 2 semaines, ça me paraît bizarre, parce que pour moi, il y a la trêve internationale entre les deux. Toi, c'est il y a encore une trêve. Il y a encore une trêve d'un coup. Non, mais Patrice, il n'y a pas de trêve, là. Le 4 novembre, c'est dans 2 semaines, ça. Ah, c'est le 4 novembre dans 2 semaines, ouais. En effet, pardon. Voilà. Ça sera dans 2 semaines. Prochain rendez-vous européen. Le prochain rendez-vous pour nous sur Radio Diagonale, c'est ce week-end. Dimanche, Monaco reçoit Montpellier. C'est le retour du fils prodigue à Monaco. J'ai nommé Valère Germain pour le plus grand plaisir de vous tous et de Rome notamment. On espère qu'il nous fera pas trop de mal. Donc le match, c'est dimanche 17h. Débrief, vous en avez l'habitude, dans la foulée. Messieurs, merci beaucoup pour m'avoir accompagné dans ce débrief ce soir. Et puis je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Et Dagemunego. Et bisous.